Alors, vous me dites le go, comme ça on démarre. Donc http distamed distamedma/apprr/. Et normalement, vous arrivez avec le choix des différentes sessions. Choisissez la première session de QCM concernant pas l'atelier, mais le cours sur la sémiologie. Donc la première question, c'est ça. Vous avez un patient que vous suivez en pratique, en consultation, dans votre cabinet, un patient qui a 65 ans, qui est tabagique, donc je pense probablement un patient lambda, qui consulte pour une toux persistante, donc également pour une symptomatologie très récurrente dans la pratique quotidienne. Alors vous lui faites une radio pulmonaire, et effectivement on ne se passe pas de la radio pulmonaire, qui ne montre pas d'anomalie significative. Alors vous décidez de lui prescrire un scanner, qui montre, alors ça c'est une partie de l'image, mais qui montre l'anomalie qu'on veut évaluer, en tout cas qui a été notée, qui a été relevée. Donc cette anomalie, que je ne vous montre pas, je vous laisse la chercher, et on y reviendra. À quoi représente-t-elle? Une opacité plane, un nodule pulmonaire suspect, un bronchocèle, une fistule artério-veineuse, ou bien vous ne savez pas. Je ne vous donne pas la réponse. Tout le monde y est? Question suivante. Un maçon de 55 ans consulte chez vous, il est également tabagique, il vient également pour une toux persistante, décidément c'est un symptôme qui est très récurrent. Vous lui prescrivez quand même une radio pulmonaire, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est des recommandations. Et là, ça montre des anomalies réticulonodulaires à la radio pulmonaire. Vous lui prescrivez un scanner parce que ces anomalies réticulonodulaires, vous voulez y voir plus clair, et donc vous lui faites un scanner thoracique, dont voici une coupe axiale d'une fenêtre parenchymateuse, qui est le sujet du jour. Donc, quel diagnostic vous faites? Silicose, tuberculose, lymphangite carcinomateuse, une miliaire tuberculeuse peut-être, ou bien vous ne savez pas. Il y a une seule réponse à mettre. Ce monsieur, il a une seule maladie. Mais vous avez le droit de répondre, vous ne savez pas. Question suivante, pour qu'on avance. Dans votre pratique clinique, lorsque vous analysez le parenchyme pulmonaire, utilisez-vous un logiciel de lecture du scanner? Et croyez-moi, on ne s'est pas concerté avec Dr Lajam, absolument pas, mais c'est une question qui est très importante pour la suite du cours. Donc c'est facile, oui ou non? Ok. Tout le monde a voté? Ok. D'accord. Donc tous ceux qui pouvaient ont voté. Il faut soumettre, hein. Il faut soumettre les réponses. D'accord? Tout le monde a fait soumettre? Ok. Go ahead, guys. Maintenant, c'est à eux de travailler. Ils vont nous sortir normalement les cours. Je reviens à la première question. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas l'image que vous avez en pratique. En pratique, vous avez des coupes. Même si vous analysez sur des planches, vous avez au moins une trentaine de coupes sur une planche. Et vous avez un parenchyme entier. Mais qui ne vous permet pas de faire ce zoom-là, en fait, quand vous analysez sur des planches. Moi, j'ai fait pour vous le zoom. L'image, elle n'est pas très jolie. Mais en tout cas, vous êtes d'accord que l'anomalie, c'est ça. D'accord? Tout le monde, je pense, a quand même identifié l'anomalie. L'anomalie, c'est pas ça, bien évidemment. C'est ça.
D'accord? Et cette anomalie, même si elle est pixelisée, c'est une image qui est arrondie. Vous allez me croire sur parole, c'est une image qui est arrondie dans le plan axial. Messieurs, a-t-on les réponses? Tic-tac, on compte sur vous. Ok, l'histogramme. S'il vous plaît. Qu'est-ce que les gens ont répondu? Alors, il faut juste enlever le keynote. Alors, le bleu c'est quoi alors? C'est quoi le code couleur? Non, nodule pulmonaire suspect. Donc 70% des gens ont répondu. Alors, même si le nodule c'était le B, c'est ça, mais ici c'est le bleu. Ok. Donc 70% d'entre vous, la grande majorité, a suivi son instinct, c'est-à-dire est parti sur une réflexion intuitive. Et sachez-le que nous avons tous les êtres humains ont deux manières de raisonner. Le raisonnement intuitif, c'est-à-dire que lorsque on voit un cas de figure, le cerveau travaille en mode économique. Il va vers ce qu'il connaît le plus, avec le moins de signes possible. Et il va sur la reconnaissance. Et il y a la réflexion analytique. Ce vers quoi j'ai envie de vous amener. Et c'est vrai qu'intuitivement, patient 65 ans, tabagique, taux persistante, nodule pulmonaire, on se dit, c'est un nodule suspect et on a envie de le surveiller. 17% ont répondu, je ne sais pas. Alors parmi ceux qui ne savent pas, j'en aimerais un qui lève la main s'il vous plaît. D'accord, pas le radiologue, ça serait pas mal. Alors, pourquoi vous ne savez pas? Je n'ai pas les caractères spiculés du nodule, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui va entre le nodule et la paroi, mais je ne sais pas si effectivement, donc j'ai pas les critères de malignité, donc j'ai du mal à me faire une idée sur cette image. Ça peut être une petite opacité pleine, c'est pas, ou un gang, oui, ça peut être une opacité pleine. Alors, de quoi vous avez besoin pour continuer? Pour trancher, qu'est-ce qu'il vous faut? Par rapport à cette image-là, oui. Ben, il faudrait d'abord que je voie le tout. C'est-à-dire qu'il est possible, voilà, toutes les coupes. Voilà, il faudrait la mettre sur plusieurs plans et coupes pour qu'on puisse voir un petit peu si elle est allongée, si elle est... voilà. Et il va falloir mettre le curseur dessus. Et puis la mettre en... Super. Oui, il va falloir mettre le curseur dessus et la mobiliser. D'accord, donc vous aussi vous avez répondu, vous ne savez pas? Dynamique, c'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par dynamique? Oui. D'accord. Moi, ce que je relève de ce que dit la collègue, c'est qu'elle a besoin de la voir dans plusieurs plans de l'espace. Donc ça, c'est un point intéressant. Bronchocèle. Qui a répondu bronchocèle? Est-ce que c'est parce que c'est cette image-là qui apporte la confusion? Ok. Alors, le numéro 2. D'accord. Donc là, vous vous posez la question de la distribution lobulaire de ce nodule, éventuellement. Mais vous avez considéré que c'est un nodule. D'accord. Donc, densité, MIP et reconstruction multiplanaire. Deuxième question. Silicose, tuberculose, lymphangite carcinomateuse. Donc, toutes les questions ont été répondues, même vous ne savez pas. Qui a répondu tuberculose? C'est pas pour désigner les gens. Hein. C'est juste pour discuter. C'est-à-dire, sur quels critères vous êtes basé? Alors, là, le lien commun entre silicose, tuberculose et lymphangite, ça veut dire que vous avez considéré qu'il y a des micronodules, probablement. Et pas que. Et les épaississements des septa interlobulaires. D'accord. Donc les septa interlobulaires épaissis et d'accord. Et donc ils ont quelle distribution pour vous? Il faut un MIP. D'accord. Et donc il y a quand même à peu près un quart des gens qui ont répondu qu'ils ne savent pas. Et donc qui préfèrent peut-être faire des reconstructions également. Troisième question.
Ah, je vois 35% utilisent des consoles de reconstruction, mais la très grande majorité, donc 65% de ceux qui sont... Alors après, il y a un biais, parce qu'il y a en plus un radiologue qui a répondu. Mais en tout cas, une majorité quand même qui n'utilise pas effectivement de consoles de reconstruction. Et pour répondre aux différentes exigences des différents collègues, c'est-à-dire faire un MIP, et ça on verra après, faire une reconstruction multiplanaire, sans console de reconstruction, vous ne pouvez pas y arriver de façon fiable, même si on vous les reconstruit sur des planches. Et vous êtes forcément lésé, et vous êtes dans le cas de figure que je viens de raconter là. C'est-à-dire vous avez quelques images, vous avez un patient, et vous allez vous diriger systématiquement vers une réflexion intuitive. Vous ne pourrez pas aller dans l'analyse méthodologique. Donc vous avez bien compris vers quoi je vais vous amener. L'objectif principal de ce cours-là, une différence édifiante. Vous voyez la trame vasculaire qu'on voit, elle a des parois parfaitement lisses. Ici, elle a des parois irrégulières, micronodulaires. Cet aspect de irrégulier micronodulaire signe l'atteinte péribroncovasculaire qu'on ne voit que dans les atteintes périlymphatiques. Le liseré sous-pleural, bien évidemment, qui n'existe pas ici. Voilà les images de votre patient de 55 ans qui a une toux persistante. Donc vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est vos planches. Est-ce que vous faites le diagnostic? Quoi? Voilà. Et c'est tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. Comment on fait? On ne peut pas faire le diagnostic uniquement sur les coupes axiales. C'est ce qu'on expliquait juste avant. D'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Non. Un MIP dans quel plan? Axial MIP. Voilà, axial MIP. Est-ce que vous avez un beau liseré sous-pleural? Oui ou non? Non. Alors déjà, un truc que j'ai remarqué avec le temps quand je fais ce cours-là, j'ai remarqué que parfois les gens allaient chercher le liseré sous-pleural là où il n'y avait pas forcément de micronodule. Parce que, ce qu'il faut savoir bien évidemment, c'est que la trame vasculaire, elle ne touche pas la plèvre. Donc vous aurez forcément une petite zone d'épargne en regard de la trame vasculaire. Il faut prendre un groupe de micronodules et chercher en regard le liseré sous-pleural. Et ici, on n'a pas l'impression de voir un beau liseré sous-pleural. On n'arrive pas vraiment à définir comment sont ces micronodules. Donc c'est quoi le réflexe? On fait quoi après? Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des diagnostics? Ou on continue d'évaluer? On évalue comment on fait? Un coronal. Alors, je vais sur coronal. Et la question qu'on se pose en numéro 2, c'est quoi? Sont-ils hématogènes? Le liseré, on a répondu tout à l'heure. L'hématogène, c'est une distribution bilatérale, diffuse et homogène. Là, c'est une distribution bilatérale qui est importante, diffuse, mais inhomogène. Vous avez tous remarqué qu'on a des zones ici qui ne sont pas atteintes. Et donc, on va discuter l'atteinte périlymphatique. Alors, bien évidemment, tout le monde a vu les autres signes médiastinaux. Ces grosses images très denses, des grosses calcifications ganglionnaires. Donc, je reviens en arrière sur cette image-là. On voit des nodules qui sont également sous-pleuraux, des distorsions scissurales. Il y avait d'autres anomalies, bien évidemment. Vous avez tous fait le diagnostic de silicose. D'accord? Néanmoins, un patient qui a une silicose a le droit d'avoir une tuberculose. D'accord? A le droit d'avoir les deux. Mais c'est quand même pas mal de rechercher des faisceaux d'arguments en imagerie pour dire qu'il y a une infection surajoutée. Que les micronodules que l'on a ne sont pas uniquement périlymphatiques, mais qu'on a quelques foyers d'anomalies bronchiolaires. D'accord? Également, un patient qui a une sarcoïdose, il peut faire une miliaire tuberculose. On a vu des dossiers, effectivement, en pratique, qui sont l'association de différents types de micronodules. Donc il faut savoir être aiguillé sur l'analyse du parenchyme pulmonaire. Axial MIP, liseré sous-pleural, bronchiolaire, pas bronchiolaire. Coronal MIP, atteinte bilatérale diffuse homogène, hématogène, pas hématogène. Ni l'un ni l'autre, on raisonne sur le périlymphatique. C'est une façon simplifiée de voir les choses, mais qui permet de nous en sortir dans la majorité des cas. Bien évidemment, il y a des cas de figure où c'est plus compliqué, où il y aura une discussion plus on va dire, spécifique. Un autre cas de silicose, avec des grosses masses de fibrose, de l'emphysème paracicatriciel, des grosses calcifications. Juste pour la petite discussion,
même si ce n'est pas le sujet, le médiastin était traité. Les calcifications en coquille d'œuf comme ça, on peut les voir dans la silicose, mais également dans la sarcoïdose. Sachant qu'on a souvent aussi des associations de sarcoïdose et de silicose. Ce ne sont pas des calcifications. En coquille d'œuf. Alors là, en fait, on est sur une reconstruction en coronal MIP. Donc, ce sont des coquilles d'œuf, mais en coronal MIP. C'est un volume qui est additionné. D'accord? Alors la différence, c'est quoi justement entre les coquilles d'œuf de sarcoïdose et silicose, parce que vous connaissez? C'est quoi la différence entre les calcifications coquilles d'œuf et une petite subtilité que l'on peut rencontrer dans les adénomégalies calcifiées de silicose et de sarcoïdose? C'est l'aspect continu de la calcification. Elle est très fréquemment discontinue, la calcification, dans la sarcoïdose. Patient suivant, 56 ans, toux grasse, fièvre. Voilà les anomalies. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en dites quoi? Scan normal? Mi-paxial. Pourquoi mi-paxial? Parce que vous doutez sur des micronodules? D'accord. Mi-paxial, je suis content. Au bout de la deuxième fois, ça passe. Alors, qui a dit qu'elle le liserait? Montrez-nous avec ce bouton-là, ce petit bouton-là. Non, celui-là. Voilà, montrez-nous, liserait. Alors, ils ne sont pas d'accord tous avec vous. Alors, montrez-moi. Alors, qui d'autre vous nous montrer le liseré? Surtout à gauche. Tenez, montrez-nous. Il faut appuyer sur... Ah non, attention, il faut appuyer sur ce bouton-là. Sinon, vous me tournez ma présentation. Le liseré est là. Ils ne sont pas d'accord non plus. Alors, c'est sur le bouton-là. Alors, donc, merci. Merci pour vos interventions, c'est très intéressant. Et c'est vraiment le but du cours. C'est pas que je vous raconte des histoires, c'est d'interagir avec vous et d'échanger sur vos pratiques. Alors effectivement, la difficulté du liseré, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on cherche le liseré. On est d'accord. Alors, moi, ce que je vous conseille, quand vous avez des atteintes comme ça qui sont bilatérales, parce qu'on a plusieurs foyers de micronodules, c'est d'aller prendre le paquet le plus important, d'accord? Et de regarder en regard du paquet de micronodules le plus important. Ici, par exemple, on a quelques micronodules, mais ils sont très fins, mais il y en a très peu. Et finalement, on pourrait prendre pour un liseré une trame vasculaire normale. Donc ça, il faut faire attention, d'accord? Par contre, ici, on a un gros paquet de micronodules, indiscutable, en regard duquel on a un joli liseré sous-pleural. D'accord? Autre chose qu'il faut relever, c'est que là, on a un liseré, mais là, on n'a pas un beau liseré. Du coup, comment on fait? Il y a deux possibilités. Soit c'est deux pathologies concomitantes. C'est une des plus grandes difficultés de l'évaluation du parenchyme, c'est de pouvoir différencier. Soit on se dit on est uniciste, et on sait que l'atteinte bronchiolaire terminale, de proche en proche, va s'associer à une atteinte parfois alvéolaire et donc toucher la plèvre, ce qui est fréquent dans les pathologies infectieuses. Dans ce cas de figure-là, on va rester plutôt uniciste. Donc on va se dire que c'est plutôt bronchiolaire, comme vous avez tous dit en premier lieu. Donc c'est plutôt infectieux. Je vais quand même faire le coronal. Qu'est-ce que vous remarquez sur le coronal? Alors le liseré, mais dans le coronal, ce qu'on recherche d'évaluer, c'est l'atteinte, c'est la distribution pulmonaire, crânio-caudale. Comment elle est cette distribution des micronodules? Elle est homogène. Elle est bilatérale? Elle est diffuse? Elle est homogène? Et c'est exactement ce qu'ils avaient pensé initialement quand ils avaient vu ce dossier-là. Ils avaient dit que c'était une miliaire tuberculeuse. Et vous êtes super fort, donc vous ne vous faites pas avoir parce que vous avez d'abord recherché les micronodules bronchiolaires, parce qu'ils sont plus fréquents. Et que vous pouvez avoir une atteinte, une bronchiolite infectieuse tuberculeuse, diffuse, sans pour autant qu'il y ait de miliaire. Et ça fait bien évidemment une grosse différence
en termes de prise en charge. Donc on retrouve effectivement cette atteinte bronchogène. Donc l'atteinte des micronodules diffus du poumon n'est pas équivalent automatiquement à une miliaire. On est tous d'accord, c'est super, parce qu'on s'est posé la question en termes de méthodologie, d'abord de l'atteinte bronchiolaire qui est plus fréquente et qui est simple à voir. Et ça s'appelle une réflexion analytique. Vous n'êtes pas dans la reconnaissance d'image. Les gens auraient tendance en pratique à se dire un patient qui a un comptage tuberculeux, ils lui font le scanner, ils font défiler les images, ils voient des micronodules diffus et ils vont directement sur la miliaire. Et ça c'est du vécu, c'est un patient qui a été vu en CHU, et l'interne, qui n'a pas forcément d'habitude, a vu les micronodules, est parti sur la miliaire, les pneumologues sont partis sur la miliaire, tout le monde est parti sur la miliaire, ça a été revu en staff, on a tempéré, c'est une bronchite comme infectieuse diffuse, qui peut être tuberculose mais qui peut être autre chose, comme on en voit dans notre pratique. Les nodules pulmonaires. Oui. Non, non, que bronchogène. Que bronchogène. Regardez, l'iseresse sous pleurale. Pardon? Alors, ce que j'ai dit, oui, je vous écoute. Bilatérale et diffuse. C'est une bonne question. D'accord, je vais répondre à votre question. Effectivement. Alors, premièrement, elle n'est pas parfaitement homogène en réalité. Mais, voilà, le terme grosso modo, ça ne suffit pas sur le parenchyme pulmonaire. Ça, c'est le numéro 1. C'est très important, ça. Ici, quand je prends là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de micronodules. Là non plus, quasiment pas. Alors que là, il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est très important. Premier point à relever. Deuxième point à relever, c'est que on a le droit d'avoir une bronchiolite infectieuse diffuse et on a le droit d'avoir une atteinte de sarcoïdose diffuse du poumon. C'est rare, mais on a le droit de les avoir. Sauf que nous, on ne se fait pas avoir. Pourquoi? Parce qu'on a recherché en amont, en numéro 1, l'atteinte bronchiolaire. Et c'est pour ça que je vous propose une méthode d'analyse séquentielle. Il y a une séquence à respecter. Vous vous êtes d'abord posé la question, sont-ils bronchiolaires? Si vous avez répondu oui, vous vous arrêtez. Après, vous pouvez dire que l'atteinte est très importante, ou peu importante. Mais dès le départ, vous vous êtes arrêté à ce moment-là pour justement éviter ce genre de problématique, de paradoxe. S'ils ne sont pas bronchiolaires, ma définition, l'atteinte bilatérale diffuse homogène, a tout son lieu d'être, mais seulement en numéro 2. Donc si vous brûlez l'étape, eh ben, vous pouvez vous faire avoir, c'est ce qui est arrivé à l'interne. Si vous ne brûlez pas les étapes, eh bien, vous ne vous faites pas avoir. Après ça, encore une fois, c'est dans la majorité des cas de figure. Il y a des cas de figure qui sont plus complexes que ça. On peut avoir parfois, en particulier en pratique courante, tout à l'heure le collègue le disait, une silicose, une atteinte tuberculeuse qui n'est pas très évidente. C'est des patients pour lesquels on traitera pour la tuberculose. Mais c'est d'autres questions. C'est une façon plus complexe de voir les choses. Mais dans votre pratique déjà, à votre niveau à vous, le fait de basculer sur cette méthode-là vous évite de rater beaucoup de diagnostics. Sachez que l'erreur diagnostique, et ça a été bien démontré dans la littérature, c'est environ, quand on n'est pas trop mauvais, 5% de notre pratique. Pour les radiologues, c'est censé être 2 à 3%. Si vous n'êtes pas sur une méthode de fonctionnement analytique, vous pouvez monter très rapidement de 5 à 10, 15, 20% d'erreur. Plus vous allez vers une analyse analytique, moins vous aurez de chances de vous tromper. Les nodules. 4 catégories de nodules. Plein, vers des polis, mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont à moitié, plein et à moitié envers des polis, et excavés. Voilà ce que ça représente en pratique courante. Avec des gammes diagnostiques qui sont généralement très longues, assez complexes, et qui dépendent beaucoup. Ce qui permet de les différencier, c'est surtout les éléments cliniques, clinico-biologiques. Néanmoins, la première question qu'on se pose quand on a un nodule, c'est quoi? Solide ou multiple, bénin ou malin, quoi d'autre? La première question, tout ça c'est des questions qu'on va se poser aussi. Docteur Elajam, il dit, est-ce que c'est déjà un nodule? D'accord? Tout à l'heure, je vous ai montré cette image-là. Je vous en montre 2 autres. Image arrondie dans le plan axial, image arrondie dans le plan axial, image arrondie dans le plan axial. Est-ce que c'est des nodules? Eh bien, c'est les reconstructions multiplanaires qui nous permettent, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue parfaitement,
C'est les reconstructions multiplanaires qui nous permettent de les évaluer. Et ça, c'est les 3 cas de figure très fréquents de la pratique courante qui ne sont pas des nodules et qui sont définis comme des nodules. En particulier ici au niveau de l'apex pulmonaire chez un patient tabagique, c'est assez fréquemment pris pour des anomalies tumorales. On voit ici l'opacité arrondie là. On poserait dessus le curseur, comme tout à l'heure l'a dit le collègue. On se retrouve sur cette image-là, une opacité plane. On la voit... Ah, excusez-moi, c'est moi qui vous dérange. Pardon, je vais venir par là. Voilà. Donc, opacité plane, c'est une opacité qui est linéaire. Elle est arrondie dans le plan axial, mais elle est linéaire dans le plan sagittal. Et dans le plan coronal également. Cette image-là, qui est arrondie dans le plan axial, est oblongue, est cylindrique dans le plan coronal et également sagittal. Cette atteinte-là, elle est bilatérale, elle est symétrique, et on aurait une fenêtre médiastinale, on verrait une hypertrophie de la graisse extrapleurale et des densités graisseuses sur les fenêtres médiastinales, qui sont des stigmates d'une coiffe apicale banale. Deuxième question, c'est ce que vous vous avez dit, est-ce que c'est un nodule bénin? Donc déjà, avant d'aller dans des gammes diagnostiques très exhaustives, est-ce que c'est un nodule? Deuxième question, est-ce qu'il est bénin? Et là, c'est encore une fois, on a 4 signes assez simples pour les nodules bénins. Et en particulier, parce que Dr. Elhajem est là, c'est bien d'en parler, les fistules artério-veineuses qu'il ne faut pas aller ponctionner, bien évidemment. Qu'est-ce qui nous permet de nous en sortir? Fistule artério-veineuse, un MIP. Sans MIP, MIP, double connexion vasculaire. La composante calcique, la calcification, ça, c'est ce qui est décrit dans la littérature sur les différents types de calcification bénignes. En pratique, je ne valide pas personnellement que la calcification complète. La calcification en popcorn, je viens de voir un dossier de nodules pulmonaires multiples qui ont été décrits des calcifications centrales en popcorn et qui ne sont pas du tout des calcifications popcorn. Les calcifications popcorn, elles sont très rares, on en voit très peu, et très peu de gens connaissent les formes atypiques des calcifications popcorn. Donc c'est un outil qui n'est pas bon du tout, en pratique. Et il faut vraiment avoir une expérience, il faut travailler dans un centre d'amartochondrome pour être très bon sur la définition propre de la calcification en popcorn. On peut éventuellement, quand elle est présente en signe supplémentaire associé, l'employer. Néanmoins, le contingent graisseux pour la martochondrome est bien plus intéressant et indiscutable. Quelle que soit l'évolution, quel que soit l'aspect en TEP scanner, bon, même si après c'est un TEP scanner effectivement qui fixe énormément, on se repose à la question. En tout cas, calcification complète, en dehors d'un contexte d'ostéosarcome et d'ostéochondrome, ce sont des nodules granulomateux, post-infectieux. Le contingent graisseux, pour lequel il nous faut une fenêtre médiastinale. Donc la fenêtre médiastinale, elle permet d'évaluer cette densité graisseuse, comme tout à l'heure nous l'a expliqué Dr. Elhajem, avec un ROI qui, lorsqu'il est inférieur à moins 40 Hutensfield, est pathognomonique pour l'amartochondrome, inférieur à moins 40. Entre moins 20 et moins 40, on peut évoquer une suspicion de martochondrome, mais on ne pourra pas l'affirmer. La fistule, le MIP, la reconstruction multiplanaire pour les nodules les plus fréquents du poumon, les ganglions intrapulmonaires. Ganglions intrapulmonaires, ils ont une définition morphologique relativement bien définie dans la littérature. Ce sont des nodules qui ont des formes géométriques, peuvent être polygonales, ovalaires, triangulaires, quadrangulaires, qui sont généralement sous-pleuraux ou parascissuraux, qui sont généralement inférieurs à 5 mm, mais on peut aller jusque parfois 10 mm au maximum, qui sont parfois sous-pleuraux, mais qui peuvent parfois aussi être liés à la plèvre par une petite extension linéaire. Dans ce cas de figure-là, on a le droit d'enterrer le diagnostic de nodules bénins de ganglions intrapulmonaires qui sont les plus fréquents en pratique courante. Dès que ces nodules ont des contours qui sont discrètement irréguliers, qui sont arrondis, qui ont une petite rétraction sissurale, qui ont un petit verre d'épaule à leur contact, ce ne sont pas des ganglions, bien évidemment, il faut les surveiller. Et donc vous avez vu, je suis passé tout de suite. Donc le nodule, c'est ce qu'il faut surtout savoir, c'est ce qui est important. Mais vous avez remarqué, concept de reconstruction, fenêtre osseuse, fenêtre médiastinale, MIP, MPR, tout ça vous ne pouvez pas le faire sur des planches. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Et c'est votre pain quotidien. C'est votre pain quotidien. Lésions aériques, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Différents types de lésions aériques, pareil, j'aime bien avoir une méthode d'analyse systématique pour ne pas se tromper au moins sur les anomalies les plus fréquentes de la pratique courante. La lésion aérique la plus fréquente en pratique courante, c'est l'emphysème centrolobulaire. L'emphysème, traditionnellement, n'a pas de paroi. Néanmoins, il faut se méfier de ce critère-là.
Moi, j'aime pas les critères qui portent la subjectivité et qui sont différents d'un lecteur à l'autre, mais surtout qu'on peut voir sur les emphysèmes chroniques ou un poumon qui est un peu détruit, des pseudo-parois sur l'emphysème. Un signe qui est bien meilleur, c'est la présence d'une artère centrolobulaire au sein d'une lésion aérique. C'est un emphysème centrolobulaire, on est tranquille. L'emphysème paraseptal au niveau des apex. Parfois, on peut aussi y voir la petite artère centrolobulaire, c'est rare, mais on peut la voir. Si ça n'est pas l'emphysème, donc on s'est d'abord posé la question de l'emphysème, qui est la lésion aérique la plus fréquente, eh bien, je vous propose, moi, de faire d'emblée un coronal MINIP. Tout à l'heure, le MIP, c'était l'addition d'un volume, des fortes densités, là c'est des faibles densités. Ça permet d'exacerber, de mieux identifier les lésions de faible densité, donc l'air. Dans le plan trachéobronchique, c'est encore mieux, donc c'est un plan oblique antérieur, c'est pas un plan coronal strict. Et il permet de voir la distribution de ces lésions. Et déjà, juste sur la distribution des lésions, on sait dans quelle catégorie globalement on est. Après, il y a l'analyse morphologique des kystes qui est très importante. On verra déjà deux dossiers. Mais quand on a une atteinte bilatérale diffuse et homogène comme celle-là, il faut rechercher une lymphangioliomyomatose, pathologie très rare, mais c'est la pathologie parmi les pathologies rares diffuses kystiques du poumon qui est la plus fréquente en pratique courante. Après, la liste est très longue de ces pathologies rares kystiques. C'est celle qu'on cherche, car elle est très délétère, avec une moyenne de survie qui est de 10 ans. Si par contre ils sont confinés dans les champs pulmonaires supérieurs et à distance des bronches, eh bien on va penser à l'histiocytose langerhansienne, pathologie du fumeur. Et comme toutes les pathologies du fumeur, elles prédominent dans les champs pulmonaires supérieurs. La bronchiolite du fumeur, l'histiocytose langerhansienne, le cancer du poumon, qui est plus fréquent dans le lobe supérieur, sont toutes, et l'emphysème également, sont toutes prédominantes dans le champ pulmonaire supérieur. Donc c'est un stigmate très intéressant. Si par contre ces anomalies kystiques gravitent autour de la distribution trachéobronchique, on va penser aux kystes, aux dilatations kystiques péribronchiques. Quand ces lésions aériques sont sous-pleurales, en amas sous-pleural, eh bien, on a plusieurs cas de figure. Un cas de figure le plus fréquent, c'est les lésions en rayon de miel. La définition propre des lésions en rayon de miel est très importante. Elle n'est pas consensuelle, mais ce sont des lésions à parois épaissies, jointives, sous-pleurales, donc touchent la plèvre, et elles sont stratifiées en plusieurs couches. Néanmoins, les experts sur le sujet, à partir du moment où ils ont 3 lésions kystiques jointives sous-pleurales, même en une seule couche, peuvent, dans certains cas de figure, en particulier avec d'autres stigmates de pneumopathie interstitielle commune, les décrire comme un rayon de miel. Restez plutôt sur cette définition-là qui est un peu plus safe, parce qu'à partir du moment où on va dire rayon de miel, égale fibrose pulmonaire. Et ce sera, même quand on voudra redresser le diagnostic, il faudra faire des pieds et des mains pour convaincre les gens que ce n'est pas du rayon de miel. Donc faites attention à ce terme-là, parce que c'est en soi un diagnostic. C'est une lésion sémiologique de base, mais qui est en soi un diagnostic. Donc du coup, même débat, pour différencier des lésions qui sont sous-pleurales ici en plusieurs couches, microkystiques, on a parfois des bronchectasies par traction qui sont très variqueuses et qui, dans un seul plan axial, peuvent montrer des coupes de face dans la bronche lorsqu'elle est un trajet variqueux et donner des fausses images de rayon de miel. C'est un diagnostic différentiel très fréquent. Le MINIP, coronal oblique, permet de différencier, dans la majorité des cas, pas tout le temps, les deux. C'est-à-dire que dans les deux cas, on aura des bronchectasies par traction. Dans le premier cas, les bronchectasies viennent plonger dans d'autres lésions kystiques qui sont distinctes et qui sont quand même présentes dans le coronal MINIP. Dans l'autre cas, on ne voit plus que les bronchectasies par traction sans lésions aériques autres. Au final, donc ça on en a déjà parlé. Petit mot sur les lésions en miel, microkystiques, macrokystiques. Les macrokystiques, le gros diagnostic différentiel, c'est quand l'emphysème sous-pleural est prédominant dans les bases. C'est peu fréquent, mais ça arrive. D'accord. Un critère qui les différencie d'emblée, c'est la distribution en une seule couche des lésions d'emphysème, qui sont généralement aussi plus volumineuses. Mais il faut se méfier des atteintes en rayon de miel macrokystiques. L'emphysème, voilà une lésion d'emphysème avec une pseudoparoi.
Donc ça, c'est juste pour vous la montrer. La distribution péribronchovasculaire de l'emphysème, qu'on peut voir aussi, et qui est différenciée également des lésions en rayon de miel péribronchovasculaires. La différence est la même que quand elles sont sous-pleurales au niveau des bas, c'est-à-dire plutôt en plusieurs couches, plutôt en monocouche. Voilà un cas d'une femme de 34 ans, non tabagique, qui vient pour une douleur thoracique aiguë. Vous avez tous vu le décollement pleural. Et qu'est-ce que vous en pensez? 34 ans, tableau brutal, dyspnée aiguë. On a envie de dire effectivement que c'est une lame. Vous? Alors le pneumothorax. Et à part le pneumothorax, oui? Alors, moi, je trouve très intéressant vos descriptions, et je veux savoir comment vous pouvez, sur le plan axial, dire qu'elles sont diffuses, de façon certaine. Sur ce plan-là, est-ce que vous arrivez à le jurer, là? J'ai l'apex, j'ai donc la partie moyenne et j'ai la partie. Bah, là, moi, je vois pas grand-chose. Là, peut-être. Et là, on n'est pas sûr. Est-ce que vous n'avez pas besoin de reconstruire? C'est ça ma question. Oui. Ça, pneumothorax. Ça, tout le monde est d'accord. C'est ça. On est tous d'accord avec vous. C'est un pneumothorax. Pneumothorax complet. Ça, quand même, ça permet d'entériner quand même la discussion. C'est pas la même chose. Sachez quand même que le diagnostic d'une lame, par exemple, c'est pas un diagnostic banal. C'est quand même un diagnostic qui est lourd de conséquences. On est quand même content quand on a un faisceau d'arguments très large sur lequel on peut défendre l'idée d'une lame. Même comme ça suffira pas, malheureusement, même avec ces distributions diffuses. C'est pas mal quand on a un angiomyolipome, effectivement, au niveau rénal, qui permet d'entrer le diagnostic. Deuxième cas de figure, homme de 50 ans, tabagique actif, dyspnée d'effort. Alors là, déjà, les kystes sont pas pareils. On a des kystes, on les a vus. Ils sont à paroi épaisse, ils sont polymorphes. Et aspect de dentelle. Alors dentelle, c'est vrai, sur des formes très typiques, mais on a des formes qui sont microkystiques aussi. Néanmoins, on s'est quand même posé la question quand même de l'emphysème, très important, parce que là, quand c'est un cas caricatural comme celui-là, il n'y a pas trop de difficultés. La difficulté, c'est quand on n'aura que quelques kystes d'histiocytose et surtout beaucoup d'emphysème. Donc il faut se poser la question de l'emphysème centrolobulaire systématiquement, qui est bien plus fréquent que l'histiocytose langerhanienne. Et ici, il y a les deux. On voit ici la petite boule d'emphysème, on en voit une aussi là, et on a des kystes avec les vaisseaux qui sont refoulés en périphérie. C'est ce signal-là qu'il faut rechercher. Bien évidemment, vous n'avez pas tout le temps des cas aussi jolis d'histiocytose langerhanienne. On a parfois quelques kystes seulement. D'accord? Voilà. Voilà. Et donc, c'est des patients qui peuvent avoir les deux. Mais quand on se pose la question d'histiocytose langerhanienne, effectivement, il faut qu'on recherche bien et qu'on différencie. Parfois, on n'a seulement que quelques kystes, et surtout de l'emphysème. Non, il n'y a pas vraiment effectivement de verre dépoli. Pareil, la distribution ici, elle nous rassure pas mal sur notre diagnostic, même si on l'avait déjà fait dans le plan axial. D'accord? On rappelle quand même que l'histiocytose langerhanienne, c'est une pathologie nodulaire à la base. D'accord? Donc ce sont des nodules qui sont pleins, qui se trouent au fur et à mesure. C'est intéressant de le savoir parce que quand on a des nodules, pas des micronodules, diffus des lobes supérieurs, et donc on voit que la réflexion sur les nodules est différente des micronodules. Quand on est sur des nodules, on ne va pas rechercher une distribution bronchiolaire, périlymphatique ou hématogène bien sûr, mais bronchiolaire, on ne se posera pas cette question de bronchiolaire. D'accord? La bronchiolite terminale ne va pas donner des nodules branchés, des micronodules branchés, et parfois un nodule par-ci ou un nodule par-là. C'est très important parce que ça, c'est une patiente qui était jeune, qu'on a vue en staff, qui a vu son pneumologue, elle toussait, elle a fait une radio, elle avait des anomalies nodulaires sur le poumon qui ont été décrites d'emblée comme un lâcher de ballon. Elle a fait un scanner thoracique qui donne ces nodules et on a confirmé un lâcher de ballon. Et pourtant, elle avait des nodules qui prédominent dans les lobes supérieurs. On l'a vu en staff, elle n'avait pas de cancer du sein.
on les a rassurés en disant ils prédominent dans les champs pulmonaires supérieurs et moyens, ça ne peut pas être des lésions de métastase. On s'est quand même mouillé sur ça. Bon, ils n'avaient pas l'air convaincus, nos collègues pneumologues, parce qu'il y avait quand même une très grande anxiété de la patiente vis-à-vis de ces nodules. Et nous, on lui a dit comme traitement, il faut attendre 3 mois, arrêter le tabagisme et on recontrôle. C'est ce qu'on a fait et les nodules avaient quasiment disparu. Donc c'est très important d'y penser. L'histocystose langerhansienne est une pathologie nodulaire, nodules pleins, parfois spiculés, parfois un peu flous, parfois troués. Ils ne sont pas tout le temps dans des formes nodules pleins, bien arrondis. Ça, c'est l'histoire naturelle des nodules granulomateux d'histocystose langerhansienne. Je termine par les opacités linéaires, parce que vous êtes fatigués, je pense. C'est un gros sujet, le parenchyme pulmonaire. Opacité linéaire, interlobulaire. Donc ces opacités centimétriques que tout à l'heure vous avez décrites. Quand elles sont lisses et jolies comme ça, c'est soit une pathologie veineuse, super, ou bien, c'est-à-dire interstitielle, justement. Quel type de pathologie, sur quelle gamme on est? Veineux, donc cardiaque ou véno-occlusif, ou lymphatique, bravo. Ou lymphatique. Les lymphatiques ne donnent pas tout le temps des septa épaissis de façon nodulaire. Ils peuvent être réguliers et lisses. En particulier, la lymphangite carcinomateuse, bravo. La lymphangite carcinomateuse, en particulier. Car c'est un phénomène de compression proximale, d'épaississement péribroncovasculaire proximal, d'engainement qui va créer une stase lymphatique et un épaississement régulier. Mais on peut quand même y voir de temps en temps aussi des épaississements qui sont nodulaires. Quand ils sont micronodulaires comme ici, ils ne sont pas très jolis, on est effectivement plutôt sur une pathologie de type sarcoïdose. Et puis, les épaississements des septa et distorsions. Donc les septa qui sont tordus comme ça, on est sur une pathologie fibrosante, bien évidemment. Vous avez reconnu les autres signes, les bronchectasies par traction, les distorsions, les cassures scissurales. On n'a pas des zones en rayon de miel, et on a des petites anomalies périphériques. Les réticulations fines, ce sont des opacités linéaires millimétriques. Millimétriques. Et elles sont quasiment tout le temps dans l'espace sous-pleural. Et elles font référence quasi tout le temps à de la fibrose pulmonaire. Et c'est pour ça que, en particulier pour les évaluer, c'est bien d'avoir un procubitus, comme on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, les recommandations aujourd'hui dans l'évaluation de la fibrose pulmonaire, c'est une acquisition en inspiration en décubitus dorsal, une seconde acquisition en expiration forcée, et plus ou moins une acquisition en procubitus en fonction des anomalies, si on voit des anomalies sous-pleurales. Donc réticulation, c'est des petites flamèches comme ça, qui sont au contact de l'espace sous-pleural. Il faut bien différencier sous-pleural de périphérique, c'est pas la même chose. Sous-pleural, c'est au contact de la plèvre. Périphérique ne touche pas la plèvre. C'est pas la même chose, c'est pas la même description. Voilà un dossier, oui? Absolument. Après, en fonction du type de fibrose, on peut avoir du verre dépoli surajouté, on peut avoir du rayon de miel, absolument, des bronchectasies par traction, des distorsions scissurales, des épaississements des septa interlobulaires. Oui, oui, allez-y. Oui. 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 Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le collègue, sa question c'est, si j'ai bien compris, lorsqu'on a uniquement des réticulations fines sous-pleurales, qui prédominent dans les bases ou pas? Elles prédominent dans les bases. Alors, la question, il demande, est-ce qu'on peut parler de fibrose? J'entends possible, j'entends débutante. Lymphangite, j'entends. Les experts ici, de mon côté. Pas de fibrose. Pour faire simple, de ce que je sais, les deux signes de fibrose pulmonaire, c'est le rayon de miel et les bronchectasies par traction. Rayon de miel et bronchiolectasie par traction. Le reste? Alors, il y a 2 nouvelles recommandations sur le sujet qui sont tombées récemment. Les recommandations de la Fleischner Society, novembre 2017, et les recommandations de l'ATS, le consensus de l'ATS-ERS de septembre 2018, donc c'est les plus récents. Et bien évidemment, le papier Princeps, c'est le papier de l'ATS-ERS de 2011 sur le sujet.
Les réticulations fines sous-pleurales sont la lésion princeps de la fibrose pulmonaire. C'est une lésion très importante dont il faut tenir compte. Les broncholectasies n'ont été introduites qu'en 2018. Sur le papier de 2011, il n'y avait pas les broncholectasies par traction. Leur importance, bien évidemment, dans le pronostic de la maladie a été bien évidemment bien démontrée. Donc elles ont été rajoutées. Et lorsqu'on est dans le cas de figure que vous décrivez, donc après j'ai entendu le mot pattern, c'est très important, c'est justement très codifié aujourd'hui. On ne peut pas raconter ce qu'on veut quand on a des atteintes de fibrose pulmonaire. Réticulation fine sous-pleurale, uniquement au niveau des bases, elle rentre dans la catégorie PID indéterminée. C'est une PID fibrosante, indéterminée. Mais ça veut dire que c'est une PID fibrosante, indéterminée. Il y a la PID, pneumopathie interstitielle diffuse, fibrosante et indéterminée. Ça veut dire que ça peut être une PIC lorsque l'atteinte sera plus importante. Mais attention, parce que dans la définition de la Fleshner Society, c'est pas non plus des glandeurs, si je puis me permettre, pour eux, c'était une PIC probable. Les réticulations fines sous-pleurales prédominant au niveau des bases. Ça jusqu'à novembre 2017, hein, c'est pas non plus il y a 3 siècles, c'est vraiment il y a à peu près 1 an et demi. Mais je suis plutôt moins en faveur de la nouvelle description où on tempère sur les atteintes débutantes. Mais si on arrive sur un procubitus à bien démontrer la présence de réticulations fines, d'anomalies de ce genre millimétrique sous-pleural, même si elles ne sont pas très importantes, eh bien on les valide. Et c'est un patient qui sera surveillé, d'autant plus s'il est jeune. Oui ? Ah non. Il y a commune, probable, indéterminée et non autre diagnostic. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils ont... Mais pourquoi ils ont créé cette classe indéterminée? C'est pourquoi justement... sur l'ancienne classification, il y avait pic possible, ça rentrait dedans, hein. Il y avait certaines, et il y avait autre diagnostic. Là, ils ont mis pic typique, pic probable, et pic indéterminé. Pic, c'est pic, hein, indéterminé, dans lesquels ça rentre dans la définition. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que 20% des pics, justement, sortaient de la première classification. Et que c'est des patients pour lesquels, qui peuvent bénéficier des antifibrosants très tôt, et donc du coup, ne pas, si c'est une FPI débutante, parce que la FPI, à un moment donné, elle commence, elle débute. L'idée, c'est quand même de ralentir le déclin, qui est jusque l'avènement des antifibrosants, c'était une survie de 3 ans quand même, la FPI, une vraie FPI. Donc c'est vrai qu'on est au contraire très protecteur et on va élargir justement l'inclusion des patients qu'on va surveiller. Une partie d'entre eux vont basculer dans la pic probable, une partie d'entre eux vont rester stables. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un pool de FPI qui reste stable. Et pour ces patients-là, il est même recommandé d'aller vers la biopsie chirurgicale ou la cryobiopsie, dans les équipes qui en font exclusivement. Bon, ça n'a pas été validé par la fondation, mais nous, par exemple, à Etienne, on en fait. La cryo, oui. Mais la biopsie, on se pose la question, surtout si un élément d'auto-immunité présent chez ce patient, qui va bénéficier de tout un bilan de pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante, chercher un bilan vasculaire, on fera un bilan allergologique complet, ça peut être une PHS avec une forme de pic débutante, enfin il y a plein de cas de figure, ça peut être une PINS débutante, ça peut être plein de choses, en dehors de la pic. Donc on va la mettre dans la case indéterminée. Ok, on a un peu dévié sur le... Sur la recommandation de 2017, oui. on ne peut pas parler de indéterminé. Non, si. Non, je le parle juste... La Fleshner? Voilà. Oui. Les signes tomodensitométriques incompatibles avec un diagnostic de type. Ça veut dire qu'il y a... Vous avez lequel là? Excusez-moi, vous avez... Non mais, excusez-moi, je pose la question. Vous avez quel papier là? Oui, c'est de 2017. Lequel papier? Recommandation pour la FPI. Lequel? Le white paper? Non, c'est celui qui a été publié dans... voilà. Moi je parle du white paper Fleshner Society. Ah oui, parce que... Je parle du white paper Fleshner Society. Dans la recommandation, il y avait des critères d'exclusion du diagnostic de type. Oui, c'est autre chose, ce dont vous parlez. Regardez, vous l'avez normalement en open source. Moi je l'ai, si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Le papier le white paper de la Fleshner Society de novembre 2017, je le connais un peu par cœur parce que je l'utilise tous les jours. Dans ce papier-là, c'est le premier papier qui a rajouté la case indéterminée. Avant, on parlait de
pic possible et autres diagnostics, avec les 7 critères qui n'ont pas changé. De 2011 à aujourd'hui, les 7 critères d'exclusion n'ont pas changé. L'atteinte péribroncovasculaire importante, l'atténuation mosaïque importante, les micronuls importants, tout ça n'a pas changé. Ce qui a changé uniquement, c'est la case indéterminée et la redéfinition des différents groupes. Ça, c'est sur le papier du white paper de la Fascia Society et sur le papier de la TSERS de 2018, de septembre, là, il y a quelques mois. Donc ça c'est une case qui a été posée et qui a été rajoutée. Ça, on parle de deux choses différentes. Vous parlez des critères d'exclusion. Ce qui m'a frappé, c'est que vous parlez de pic indéterminé et donc Oui. les patients sous antifibrose. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit que c'était des patients qui pouvaient bénéficier quand on démontrait la pic. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Après, on peut parler, mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais je vois que ça vous stimule la discussion sur le sujet. Ce qu'on fait dans ces patients-là, on va essayer de démontrer le diagnostic avant de les intimider. Mais oui, mais vous remettez en question la classification, mais c'est des choses différentes. C'est pour ces patients-là, ils ont une indication de biopsie chirurgicale pulmonaire, d'accord, versus surveillance, mais on les pousse assez fréquemment. Quand ils sont très âgés, on les surveille uniquement. Ici, avec plus de 85 ans, on va uniquement le surveiller, parce que ça peut être des stigmates du poumon du sujet âgé. Si par contre il a 55 ans, on va aller biopsier. On fera 2 prélèvements thoraciques de 5 cm, de 4-5 cm. On prendra des prélèvements pulmonaires pour les analyser sous microscope. D'accord? Ok. Et ben voilà un cas de dossier de pic typique. Je passe parce qu'on est, je pense, en retard, on est hors clou. Ça fait un moment. Désolé. Il est quelle heure là? Excusez-moi. Désolé. La reconstruction en MINIP, elle permet de mieux distinguer ce genre d'anomalie. Bronchectasie par traction bien évidente. Et là, un petit foyer en rayon de miel, c'est une pique typique. D'accord? J'aime montrer cette image-là. Tout à l'heure, ça parlait de PINS. PINS, verre dépoli, parce qu'on parle de fibrose. L'atteinte en verre dépoli péribroncovasculaire. L'atteinte en verre dépoli avec l'épargne souple-orale. L'atteinte avec un verre dépoli diffus avec les autres signes de fibrose pulmonaire. On a le droit d'évoquer une PINS dans ces 3 cas de figure. Je termine avec ça. La dernière image directement, un cas de lymphangite carcinomateuse, pour vous montrer les épaissements des septa, relativement réguliers, l'épaississement de la scissure, l'asymétrie de l'atteinte des septa, prédominant au niveau des lobes inférieurs, et puis une anomalie effectivement proximale qui comprime sur la région péribroncovasculaire. Et je vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci, docteur Rakadji, pour cette excellente présentation, très explicite et riche en informations. Je crois que la séance elle a été interactive, mais si vous avez encore des questions à poser, 2 ou 3 questions avant de terminer. Oui, docteur Moumen. J'ai une petite remarque concernant le traitement antifibrosant. Ce n'est pas une légère décision. Donc, un médecin libéral ne peut et ne doit pas prescrire un antifibrosant. Ça doit passer par la DMD, une première, une deuxième. Il doit passer par le filtre vraiment très dur de la DMD, une ou deux DMD, dans 2 centres différents, pour que le traitement antifibrosant, parce qu'il y en a 2, puisse donc être adopté pour certains patients. Donc ce n'est pas une légère décision, c'est plutôt les médecins référents, experts des CHU qui doivent quand même prendre ces décisions. Merci pour cette remarque. Juste par rapport à ce point-là, c'est très important que Dr Momen met le doigt dessus. Moi, je travaille dans 2 hôpitaux et je m'occupe de 2 réunions multidisciplinaires. Une dans un hôpital général de périphérie et une dans un CHU avec un centre d'expertise, centre tertiaire sur la fibrose pulmonaire, qu'on draine énormément de fibrose pulmonaire. Il nous arrive fréquemment de voir des pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes dans l'hôpital de périphérie, en DMD. Ces patients-là, on va les drainer au CHU qu'on va revoir dans une seconde DMD. Donc on est à ce point de niveau de discussion sur la sélection des patients, sur la rediscussion des patterns, et qui sont rediscutés pour le même patient parfois 3 fois, 4 fois, 5 fois. D'accord? Avec, il faut le savoir, des corrélations intra-observateurs et inter-observateurs qui sont à discuter. D'accord? J'ai une question qui concerne les micronodules. Il y a les micronodules bronchiolaires qui sont dans les bronchioles. Il y a les micronodules qui sont lymphatiques ou périlymphatiques. Et le reste, on dit, ils sont hématogènes. Mais hématogène, c'est dans quel vaisseau?
C'est la distribution systémique. Oui. Donc, la réponse est dans la question, c'est ça? La réponse à la question est très, très importante. Après, c'est vrai que nous, là, on n'est pas entré dans le détail anatomopathologique, mais c'est vrai qu'il faut avoir cette notion-là, effectivement, de l'atteinte des artères bronchiques, donc des artères systémiques, bien évidemment. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est cette distribution qui va être très homogène dans le poumon, sur laquelle, honnêtement, en pratique, il y a beaucoup de variabilité de description. On vous laisse quand même déjeuner comme oui. Dernière question? S'il vous plaît, la dernière question pour enchaîner avec le symposium. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Moulou pour l'intérêt des... Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec le Dr Moulou pour donc l'intérêt des RCP. Mais pour qu'on draine les patients vers les CHU, bon, on trouve quelques réticences parce qu'on a des délais d'attente, des conditions donc, que les patients n'acceptent pas toujours. On perd quelques patients, donc il y a beaucoup de temps pour les patients. Donc là, moi, je suis surtout pour créer des RCP en clinique. Et on est capable de le faire, donc ramener des internistes, des rhumatologues, des radiologues qui sont hyper spécialisés dans la session et essayer de créer des RCP. On essaie de faire ça à Casablanca, mais il faut faire ça au niveau régional pour un petit peu essayer d'accélérer les choses. Dernière question, s'il vous plaît. La dernière.